Une semaine, 7 jours, ont suffi pour basculer à nouveau dans l'incertitude en Guinée-Bissau. Une fois de plus, on va dire, car le pays détient un triste record, celui du plus grand nombre de coups d'État tentés ou réussis depuis son indépendance. Mais le dernier en date contre ou pour Umaro Sissoco Embalo est bien particulier. Qui en a vraiment tiré les ficelles? Était-ce un règlement de compte interne aux forces armées ou le symptôme d'une crise politique et économique bien plus profonde alimentée par le narcotrafic qui gangrène cet État ouest-africain? Pendant les 60 prochaines minutes, nous allons disséquer les dessous de cette nouvelle crise avec nos invités. Luc Koumeyabalo Abaki est avec nous, il est au plateau. Bonjour Luc. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes contents de nous retrouver à nouveau pour commenter l'actualité. Luc est journaliste, écrivain, le président exécutif de l'Institut d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. En sa compagnie, l'homme qui ne bouge pas, l'homme qui n'a pas bougé, son Excellence Sogoyou Kegewe. Bonjour Excellence. Bonjour Gilles et bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs. Et bon dimanche. Vous faites bien de le souligner puisque nous sommes reçus à Lomé sur New World FM 90.5. Vous êtes conviés également, vous téléspectateurs, à enrichir cette émission via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43 pour nous écrire directement ou sur les réseaux sociaux sur lesquels vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, notre page officielle New World TV officielle. Coup d'État en Guinée-Bissau, la CEDEAO prépare-t-elle la riposte? C'est le thème. Mais on va d'abord commencer par les faits. Ça s'est passé en milieu de semaine, le 26. Un nouveau coup d'État annoncé par le président lui-même, Umaro Sissoco Embalo. Alors, ma question, est-ce qu'il s'agit d'un vrai coup d'État? Quel nom lui donner? Déjà, on parlait de fake coup d'État, de coup d'État arrangé, de coup d'État amical, de coup d'État électoral ou de combine souterraine. Les concepts sont nombreux. Luc Abaki, comment le qualifiez-vous, ce coup d'État? Disons que avec la nouvelle génération des dirigeants de nos pays, nous allons assister à des spectacles extraordinaires. Et celui de Embalo en est un en entier. Et c'est quand même extraordinaire. Lorsqu'on nous annonçait le coup d'État, on dit que c'est à Jeune Afrique que le président Embalo lui-même se serait adressé, et ensuite à France 24, etc. Et il annonce qu'il a été victime d'un coup d'État. Dans un contexte où on attendait les résultats des élections présidentielles et législatives, et lui-même il s'était déjà précipité pour annoncer sa victoire avec 65%. Et ensuite, il se retrouve avec son gouvernement au palais et curieusement, et on dit qu'il a été kidnappé. Bon, tout cela, c'est une farce. Et c'est une grande comédie qui nous rend compte, en fait, de combien nos dirigeants, malheureusement, prennent à la légère ce que c'est que le pouvoir d'État. En réalité, un dirigeant, il a sur ses épaules la vie et le devenir des millions de personnes. C'est l'endroit où on devait percevoir le plus de sérieux possible, les exemples les plus inspirants possibles pour le peuple. Alors, lorsqu'on assiste à des situations de cette nature qui donnent le sentiment qu'eux-mêmes, ils blaguent avec le fauteuil présidentiel et ils en font une fin en soi, au point où ça devient un jeu de chaises musicales, c'est vraiment enfantin et très puéril et en même temps triste pour les peuples d'Afrique parce que dans un tel contexte, le peuple est désemparé, il est complètement désaxé et il est comme s'il n'avait plus des repères qui permettraient justement de construire cette société et d'épanouir justement le peuple. C'est dommage. Excellent Sogoyou Kegewe. Quel est votre sentiment par rapport aux derniers événements en Guinée-Bissau? Non, en réalité, nous venons d'assister à quelque chose d'inédit. Il y a eu des coups d'État, ce n'est pas seulement en Afrique, en Amérique latine. Il fut une époque où coup d'État, c'était devenu la distraction numéro 1. Après, c'est tombé sur l'Afrique et c'est en Afrique que les coups d'État traînent les pas et ils ne sont pas sur le point de s'en aller. Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée-Bissau? On dit coup d'État et on dit coup d'État contre Umaro Sissoco Embalo. Non, Gilles. Au fait, il y a eu 2 coups d'État en Guinée-Bissau. Et la vraie victime de ce coup d'État, personne n'en parle.
ce n'est pas Embalo qui est la vraie victime du coup d'État, d'autant plus que lui, il était en fin de mandat. Son coup d'État, on lui prive du pouvoir peut-être pendant 1 ou 2 semaines que devait durer le temps de la passation de service. Mais maintenant, celui qui devait entrer en service comme président de la République de Guinée-Bissau, au fait, c'est à lui qu'on a fait coup d'État. Mais les informations sont manipulées de telle sorte pour braquer tout le monde sur Umaru Sissoco Embalo. Voilà, il a été victime d'un putsch. On se met à tricoter, à pinailler. Non, ces informations concernant Embalo sont faites exprès pour noyer la vraie information qui est qu'on a fait un coup d'État à quoi il s'appelle quoi, Dia da Costa machin. C'est lui qui est élu président et c'est à lui qu'on a fait coup d'État. Le Embalo, on ne lui a pas fait coup d'État, il était sur le point de partir. La preuve, c'est lui-même qui prend son téléphone, qui appelle les médias. Mais écoutez, mes amis, comment ça va? Bon, on m'a fait coup d'État, hein. Bon, je suis en train de partir, on prendra un verre ensemble dans 2 ou 3 jours. Mais tu es vraiment sûr qu'on est là face à un coup d'État? Non, il sait que son pouvoir est fini. Toi, tu es militaire, tu veux faire coup d'État, tu vas aller faire coup d'État à quelqu'un dont le pouvoir est fini dans 1 ou 2 semaines. Mais il est militaire, il ne faut pas les prendre pour des idiots, ils réfléchissent. Donc, il n'y a pas eu de coup d'État contre Embalo. Ça, ce n'est pas possible. L'énigme Embalo, un coup d'État contre soi-même. Hein. Ah ben, justement, c'est ce qu'on constate tout ça. Mais il faut dire que la personne d'Embalo, quand même, devient finalement un vrai gâchis. Parce que j'avais un penchant assez favorable pour lui quand il venait au pouvoir dans une douleur totale, hein, parce que c'était un accouchement tout à fait douloureux. Vous vous rappelez les conditions dans lesquelles, finalement, la CEDEAO a été amenée à trancher pour le consacrer dans le fauteuil présidentiel. Et quand on regarde son profil, où très jeune, il a fait beaucoup d'études, il a eu un doctorat en relations internationales, une maîtrise en sciences politiques, il est polyglotte, il parle plusieurs langues à la fois. Et puis dans l'armée, il a grimpé les échelons à tel point où il était le plus jeune des généraux, hein, lorsqu'il a accédé donc, à ce grade. Et dans la foulée, sur le plan politique, il a été Premier ministre. Et donc, on avait le sentiment que sur le plan du contenu intellectuel, il était quand même une référence. Et donc, on devait logiquement s'attendre à ce que quelqu'un comme Embalo, une fois dans le fauteuil présidentiel, déroule quand même des attributs de leader, de sorte qu'il puisse sortir ce pays de l'ornière. Mais quelle est la situation de la Guinée-Bissau aujourd'hui? Vous allez voir que 2 Bissau-Guinéens sur 3 vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'$1 par jour. Le taux d'endettement de la Guinée-Bissau atteint aujourd'hui les 80% du PIB. Alors, la principale activité économique, en fait, c'est l'agriculture, c'est la culture de la noix de cajou. Mais l'ambition de Embalo en venant, c'était donc de restructurer ce secteur de sorte à le rendre plus fiable et donc à renforcer l'économie. On se rend compte que l'économie bissau-guinéenne est tellement fragile parce qu'elle est dépendante justement de cette agriculture à elle seule et de la pêche. Donc, il n'a absolument rien fait malgré les promesses. Et je me rappelle qu'il était, aussitôt après qu'il a été élu, il était en France, au Sontchekop, et il a dit à Alain Foucault sur France 24 que sa priorité serait la construction d'un hôpital de référence en Guinée-Bissau. Après 2 mandats, ben, il n'a absolument rien réalisé. Et qu'est-ce qu'il a donné comme performance? Il s'est montré je veux dire, avec un zèle extraordinaire où sur tous les fronts on le voyait. Il était devenu un oiseau migrateur où il se mêlait de tous les sujets, aussi bien en Afrique qu'en Europe, ailleurs. On le voit aux États-Unis, on le voit en Russie, on le voit en France, on le voit un peu partout. Et c'est lui qui nous annonçait la création d'une force anti-putsch au sein de la CEDEAO lorsqu'il était président en exercice justement de cette organisation sous-régionale. Donc, il était dans la superficialité, dans la légèreté, dans l'inconsistance et dans l'incohérence. Au bout du compte, il nous sert le dernier spectacle qui est donc d'organiser son départ à travers une farce qu'on appelle coup d'État aujourd'hui. Tout cela rend triste et donne l'impression que finalement, il ne s'agit pas d'aller à l'école, de se barder de diplômes ronflants
pour être un bon dirigeant. Et c'est quand même dommage parce que, normalement, le principe de la vie, c'est l'évolution. Il aurait fallu que les leaders d'aujourd'hui, qui devraient normalement s'inspirer de la vision de leurs prédécesseurs, qui ont eu à poser quand même des actes assez impressionnants par le passé, puissent poser des actes plus intéressants et qui donneraient l'espoir que l'Afrique est quand même dans des perspectives heureuses. Mais là, on a l'impression que nous marchons à reculons avec ces genres de comédies qu'on voit au sommet. L'excellence Oumarou Sissoko Embalo, un ovni géopolitique difficilement classable. Hein. On le voit tantôt à gauche, tantôt à droite. En tant que président de la CEDEAO, on se souvient de ses déclarations. Ensuite, il a fait une virée vers la Russie. Finalement, on ne sait où il s'est positionné avant de prendre la tangente. Édifier nos auditeurs, il y a un détail que je dois apporter. À l'heure où nous parlons, le président du parti PAIGC, ça dit que le parti pour l'indépendance, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Domingo Pereira, il était en exil, il est revenu au pays et il a demandé à ses militants de soutenir le candidat Fernando Diaz da Costa qui a gagné les élections. Bon, on n'avait pas encore proclamé les résultats officiels. Oui, mais attends, laisse-moi parler. Qui a gagné les élections? Puisque tu as écouté l'autre parler, Goodluck Jonathan, ce n'est pas un plaisantin. Au moins, tu sais que c'est un homme sérieux, Goodluck Jonathan. Il a dit que ça s'est bien passé. Tout le monde était même d'accord de respecter les résultats. Et les résultats, on les connaissait. Je ne parle pas de ce que Embalo a fabriqué juste pour semer la zizanie. Parce qu'il a l'art de semer la zizanie. Donc, ce président du PAIGC revient, soutient le candidat qui gagne. Or, le PAIGC, c'est quoi? C'est le parti de Cabral, c'est-à-dire que le libérateur, celui par qui la Guinée-Bissau a été libérée des griffes du colonialisme. Amilcar Cabral. Amilcar Cabral. Donc ces gens-là, eux, ils parlent indépendance, ils parlent souveraineté. Alors, voyant arriver quelqu'un qui va parler indépendance, qui va parler souveraineté, qui risque les jeteurs de courrier ont dû jeter leur courrier, et ils ont vu qu'ils risquent de tenir le même langage que les nouveaux pays souverainistes africains. On a dit non, vous n'allez quand même pas laisser ça se passer comme ça. Il faut lui couper la route. C'est tout. C'est parce que ces gens qui ont gagné, s'ils étaient compatibles aux idéaux esclavagistes de la CEDEAO, il n'y aurait pas eu de problème. Maintenant, les gens se posent la question, la CEDEAO va faire quoi? Mais on a éliminé un ennemi de la CEDEAO, elle va faire quoi? Elle va applaudir. Parce que le cas CEDEAO. Oui, parce que le vrai gagnant des élections ne serait pas un élève docile de la CEDEAO. Et il vient parler indépendance, il vient parler souveraineté. Donc, il n'y a même pas de question à poser. Il n'y a pas eu coup d'État contre Embalo. C'est Embalo qui a utilisé les militaires pour faire coup d'État contre celui qui devait lui succéder au pouvoir. Il faut quand même qu'on mette les choses exactement là où elles sont. Oui, mais je voudrais ouvrir une parenthèse sur ces élections. On a utilisé la stratégie de l'empêchement. Le candidat de l'opposition le plus en vue, Pereira, a été écarté, mais cela n'a pas suivi puisqu'il a demandé à voter pour Fernando Diaz da Costa. Et finalement, l'issue de ces élections, est-ce que ça donne envie d'inviter encore les citoyens à mettre leur bulletin dans l'urne? Mais c'est ça le drame. D'abord, l'organisation des élections engage forcément beaucoup de ressources financières. Et donc, un État qui est en train de se chercher, j'ai parlé tout à l'heure du niveau de précarité et de la fragilité de l'économie bissau-guinéenne. Alors, un dirigeant sérieux qui est responsable et qui est conscient, en fait, de sa mission dans le compte et dans l'intérêt du peuple ne devrait pas s'inscrire dans ce registre de cette pagaille où on engage des ressources de l'État pour ensuite tout simplement couper le robinet et l'espoir même que cette dynamique-là devait susciter au sein de la masse. Et donc, on a engagé de l'argent et puis après, on procède par quoi? Par une élimination des candidats sérieux. Et parce que on considère le fauteuil comme une fin en soi. C'est-à-dire que lorsque vous accédez au pouvoir, c'est comme si vous avez atteint le sommet même de l'évolution et où donc vous devez en faire une propriété privée.
Et c'est exactement cela que les gens ont utilisé. C'est une preuve de lâcheté. Parce que normalement, lorsque vous êtes un homme intègre, suffisamment confiant, sûr de vous, vous n'avez la sensation de victoire et cette fierté de vaincre que si vous avez des adversaires sérieux avec qui vous allez vous frotter, voilà, sur le terrain pour avoir donc une victoire et vous en serez fiers. Mais quand vous possédez par des méthodes viles, malsaines, malhonnêtes et lâches pour justement éliminer des candidats sérieux, on sent en même temps que vous n'êtes pas en confiance, que vous-même vous avez conscience de votre illégitimité, votre incapacité à convaincre justement l'opinion, puisque le pouvoir appartient au peuple. Alors après avoir fait 2 mandats et après avoir servi à ce peuple autant de comédies et de farces, il est conscient précisément que dans une élection transparente et crédible, il aurait du mal précisément à gagner les élections. Voilà pourquoi il est passé par des subterfuges, mais malgré tout, justement, l'opposition s'est montrée affûtée, intelligente et lucide. Elle a fait bloc derrière le candidat de l'opposition. Et puis, au bout du compte, on dit, ah, mais vraiment, ça risque de nous échapper à nouveau. Alors, formons et essayons d'organiser un coup d'État. Tout ceci est malheureux. C'est malheureux pourquoi? Parce que les pays d'Afrique ont besoin de se construire. Et pour se construire, il faut forcément des leaders visionnaires qui ont le sens du sacrifice et qui comprennent que leurs noms ne peuvent rentrer dans l'histoire qu'à travers les œuvres qu'ils vont laisser une fois qu'ils ont eu cette chance unique d'être dans le piédestal de l'État. Malheureusement, l'étincelle de l'héroïsme n'a aucunement jailli dans leurs yeux et donc ils se montrent malheureusement des ennemis même des peuples d'Afrique et c'est très 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 dommage. Mais malheureusement, ces événements donnent raison. Apportent de l'eau au moulin de son excellence Okoye Kegere, qui n'a que faire de ces élections factices. Oui, mais j'allais me poser la question, pourquoi vous vous inquiétez tant de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, qui, toute chose faite, est un petit pays. Mais quand vous avez à côté un très grand pays où tous les candidats visibles ont été écartés, on a fait une élection dont le vainqueur a toutes les peines du monde à s'installer sur le fauteuil présidentiel. Pourtant, personne ne l'a dissuadé. Il a gagné avec une majorité tellement écrasante qu'il aurait dû prêter serment depuis longtemps, mais tous les jours on reporte. Tu vois au Cameroun où c'est une photo qui a fait campagne et le gars a gagné. Ça veut dire que même si quelqu'un est mort, on l'enterre, on amène sa photo et elle gagne les élections. Écoutez ceci. Tant que les élections sont organisées pour permettre à des puissances extérieures d'imposer qui elles veulent à la tête des États africains, c'est comme si nous étions un troupeau de singes ou de moutons. En tout cas, c'est comme ça d'ailleurs que ces pays-là nous voient. Tant que c'est comme ça, ça ne vaut même pas la peine d'aller aux élections. Moi, je crois que c'est mieux que quelqu'un prenne le pouvoir, il se proclame dictateur, il s'assied, c'est tout. Et on va économiser l'argent des élections, on va économiser des bagarres inutiles, on va économiser des déceptions. Et celui qui se proclame dictateur, il travaille exclusivement pour le développement de son pays, pour l'épanouissement de ses citoyens. Non, mais s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive alors? Non, s'il ne le fait pas, un larbin des puissances extérieures sera mis devant. Voilà, en Guinée-Bissau, c'est déjà réussi. Parce que je t'ai dit que l'homme du PSGC, ce n'est pas des larbins. Il ne venait pas pour chanter les chansons de CEDEAO. Il ne venait pas pour aller danser sur le perron de l'Élysée. Alors, on a trouvé des mesures préventives. C'est-à-dire que la Guinée-Bissau a été vaccinée contre les dépendances. Alors rapidement, je voudrais qu'on analyse la sortie de Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, d'abord vers le Sénégal, où dernière nouvelle serait au Congo-Brazzaville. Mais entre-temps, il est passé par le Sénégal où son arrivée est en train de faire, en tout cas, d'exacerber le conflit entre le président et son Premier ministre. Oui, non, mais je pense que sur ce plan précis, Ousmane Sonko a fait preuve de lucidité. Parce que là, après que le président a été exfiltré et puis il est arrivé le lendemain, Ousmane Sonko s'est retrouvé devant l'Assemblée nationale et il a clairement dit qu'il s'agit d'un des combines. Et ce qui est vraisemblablement évident. Donc, à partir de ce moment-là, et comme il y a l'opinion, vous savez, le Sénégal, c'est l'un des pays où l'opinion est très développée. Les gens s'expriment avec beaucoup d'aisance et puis beaucoup de conviction. Alors, on a compris que cela créerait des tensions réelles. Et du coup, Embalo lui-même ne se sentait plus en sécurité, puisque quand il y a quelqu'un comme Guy Marius Sagna qui sort et qui dit « s'il n'est pas encore parti, il faut qu'il parte immédiatement », c'est qu'il peut déchaîner des foules, voyez-vous.
sur le terrain pour qu'on puisse le chasser. Mais est-ce qu'il revenait à un Premier ministre de prendre le contre-pied de son président? Ce n'est pas. Est-ce que d'abord même, tel que les choses ont été décrites, au départ, on a cherché Bassirou Diomaye Faye en vain, et donc c'est à la dernière minute qu'il s'est ravisé pour dire bon, mais on va peut-être sauver un frère. Mais est-ce que ce n'était pas à contre-cœur? Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a soufflé à Ousmane Sonko de prendre une position pour créer, faire un peu de confusion et permettre l'exfiltration justement de Ombalo? Mais ce qui est malheureux, voyez-vous, un chef d'État qui normalement représente quand même un pays entier, c'est la référence d'un État qui finit par raser les murs et qui est obligé de se réfugier de pays en pays parce que justement, il a été malhonnête avec son peuple et il n'a pas pu poser des actes qui pourraient résister au temps et à l'espace et qui permettraient au peuple de le défendre justement comme son patrimoine. Voyez? Donc c'est quand même triste qu'on puisse vivre des choses comme ça. Mais finalement, il se retrouve à Brazzaville, il devient un colis encombrant pour les chefs d'État. C'est à leur corps défendant qu'ils sont obligés de le prendre parce que c'est un frère et puis bon, c'est des syndicats. Alors si vous ne portez pas assistance à votre ami qui est en difficulté, si votre cas venait à avoir le jour, vous risquez aussi de ne pas avoir d'amis. Mais en réalité, on se rend compte que vraiment, c'est un colis véritablement encombrant. Gilles, tu demandes au Sénégal si c'était le rôle d'un Premier ministre de prendre le contre-pied du président. Mais soyez sérieux. Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont souffert. Ils ont beaucoup souffert sous Ponce Pilate, leur Ponce Pilate. Et ils ont souffert pourquoi? Ils luttaient pour la liberté au Sénégal. Et entre autres libertés, la liberté d'expression. Qu'on ne mette plus les gens en prison parce qu'ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Et quand vous luttez ensemble pour acquérir cette liberté, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire au Premier ministre est-ce que c'était son rôle de contredire le président. Si vous ne pouvez pas contredire le président, c'est que vous en faites un dieu. Et demain, quand ce président va agir, ne l'accusez pas d'être un dictateur. Parce que c'est vous qui êtes en train de le déifier. Sonko a souffert, Diomaye Faye a souffert. Entre eux, ils savent pourquoi ils ont souffert. Jouir de la liberté de parole faisait partie des raisons de leur combat. Et Sonko a fait exactement ce qu'il devait faire. Parce que si les idolâtres, les flatteurs qui veulent des Marocains, qui veulent des avantages, se sont transformés en mouches noires autour de Diomaye Faye, espérant éliminer Sonko, comme ça ils vont s'empiffrer seuls, ça fait leur affaire. Mais Sonko a le devoir de tenir le langage de vérité. Diomaye Faye, j'ai dit Diomaye Faye, le président Embalo est arrivé en chose au Sénégal. Par contre, ce que je voulais dire, je ne suis pas sûr que Diomaye Faye l'a accueilli avec plaisir. Absolument. La preuve, c'est qu'on le cherchait, on ne le trouvait pas. Ce n'est pas qu'on ne le trouvait pas. Il ne voulait pas qu'on le trouve. Un président, on sait toujours où il est. Il ne voulait pas qu'on le trouve. Mais dans la France-Afrique, dont il est pratiquement en voie d'être une nouvelle recrue zélée, Diomaye Faye, dans la France-Afrique, si tu veux être de la corporation, on te donne des épreuves. L'épreuve, accueille-le. On sait que ça va te rendre impopulaire, mais c'est une épreuve. C'est comme dans la mafia. Ah, tu veux vraiment t'inscrire dans notre mafia, oui, bon, on t'envoie assassiner quelqu'un. C'est-à-dire qu'on te salit la main. Si demain tu veux faire le malin, on te dit, ah, attention, on sort les dossiers. Donc, il fallait, disons, compromettre Diomaye Faye en le faisant accueillir ce petit malin de choses, de Embalo. Embalo, attendez, il est partout. Comme tu l'as dit tantôt, il est en France, il est à Moscou, il est à la CEDEAO, il fait le comédien, il raconte tout et son contraire. Demain, quand il veut, il parle même contre la CEDEAO. Mais tout ça avait un seul objectif, un zèle immuable vis-à-vis de la CEDEAO et du parrain de la CEDEAO. Moi, j'étais dit que j'ai vu Goodluck Jonathan parler, ça m'a fait pitié. C'est la preuve que la CEDEAO ne vaut plus rien, ça ne vaut même pas une sandalette trouée. Parce que tu t'imagines, Goodluck Jonathan a été coincé à Bissau. Il a fallu que le président, je crois, Ouattara, dépêche un avion pour le sortir de là. Mais tu t'imagines le président du Nigeria, l'ancien président du Nigeria, on le traite comme ça. Pourquoi? Ils sont impuissants en tant que CEDEAO. Mais justement, ils sont analysons le rôle de la CEDEAO dans cette nouvelle crise. Un coup d'État, on a vu comment elle a réagi, la communauté sous-régionale, lorsqu'il s'est agi du cas du Niger,
pourquoi cette fois-ci en Guinée-Bissau, la CEDEAO, au dire du MyFi, n'a fait que sortir un communiqué alambiqué où on a difficilement condamné un coup d'État. Il n'y a même nulle part dans ce communiqué coup d'État. Ils ont parlé de prise de pouvoir par l'armée et en termes de sanctions, ça s'est résumé à la suspension provisoire de la Guinée-Bissau, simplement de la CEDEAO. Alors que pour les autres, il y avait une litanie de sanctions avec menace d'intervention militaire. Gilles, toi aussi tu comprends français, non? Prise de pouvoir par l'armée. C'est des félicitations que la CEDEAO adresse à ceux qui ont pris le pouvoir. C'est des félicitations qu'on leur adresse. Prise de pouvoir par l'armée. Est-ce qu'il y a une formule plus arrangeante, plus accommodante pour désigner ce qui s'est passé aux choses? Parce que les gens de la CEDEAO savent que l'armée n'a fait aucun coup d'État, que c'est Embalo qui a organisé le coup d'État contre son successeur. Ils savent ça. Pourquoi ils vont accuser l'armée? Normalement, ils auraient dû accuser Embalo d'avoir fait coup d'État contre son successeur. Ça aussi, ils ne peuvent pas le faire parce que c'est leur complice d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. Voilà le piège dans lequel tout le monde est tombé. CEDEAO, là. La CEDEAO devient toujours un peu plus impuissante. Elle est dedans, elle est impliquée dedans. On prend même l'ancien président du Nigeria comme un malfrat, on le garde là-bas parce qu'on fait coup d'État. Si Ouattara n'avait pas eu ce réflexe et cette générosité d'envoyer l'avion, tu t'imagines Goodluck Jonathan serait assis à Bissau sans savoir dans quoi il est. Vous trouvez ça normal? Parce que c'est la CEDEAO avec Embalo qui ont organisé le putsch. Donc, c'est qu'ils ont cherché quelle expression utiliser. Mais ils n'en ont pas trouvé. C'est sûr que parmi eux, il y a un littéraire un peu plus accommodant qui leur a trouvé la formule. C'est des félicitations sincères qu'ils ont adressées aux militaires. Donc, lui, qu'on ne doit pas s'attendre à l'activation de la force en attente. C'est une grosse blague. Non, mais disons que la CEDEAO a confirmé son incohérence dans le dossier bissau-guinéen. En principe, on a des dirigeants qui ont décidé simplement de naviguer à vue, c'est-à-dire d'écarter tout simplement tout le dispositif juridique qui doit normalement moduler sa régulation et son fonctionnement. La CEDEAO a été créée dans une vision bien précise. Elle a un esprit et une lettre. La CEDEAO, logiquement, lorsqu'il y a un coup d'État, doit prendre une certaine position. Mais dans le cas du Niger, comme du Burkina Faso, du Mali, ils se sont écartés littéralement au point d'inventer des sanctions sur un coup de tête. Parce que précisément, les leaders qui venaient à la tête de ces pays-là ne répondaient pas au moule déjà défini. Et ils ont bien compris que... Attends, je vais terminer. Okay. Je vais terminer. Okay. Et donc, la CEDEAO, c'est clair que c'est un syndicat. Et c'est une structure qui est donc chapeautée par les puissances impérialistes, qui est donc manipulée par ces gens-là. Donc, une fois qu'ils n'ont pas reçu les instructions qu'il faut, mais ils ne le feront pas. Une fois qu'on leur dit, bon, ben écoutez, arrangeons les choses de cette manière, ça m'étonnerait que la CEDEAO, en tout cas les dirigeants de la CEDEAO, n'aient pas été mis au courant au départ de la manipulation qui va être faite en Guinée-Bissau. D'autant plus que la CEDEAO avait ses délégués pour suivre les élections présidentielles. C'est pas ça. Voilà, ils étaient là en tant qu'observateurs. Pourquoi la CEDEAO n'en parle pas? Pourquoi la CEDEAO ne souhaite pas la poursuite du processus électoral qui devra logiquement aboutir à un résultat et adopte justement le coup d'État exactement comme c'était le cas au Gabon, par exemple? Donc, il y a forcément la CEDEAO. Bon, ben, je pense qu'il faut oublier cette histoire. Tu dis que la CEDEAO a violé ses tests. Non, la CEDEAO, au fait, puisqu'elle n'existe pas et elle ne réfléchit pas pour elle-même, celui qui criait « Ah, Accra, j'ai déjà donné des ordres, on va punir le Mali », est-ce que c'est la CEDEAO qui parlait? Est-ce que tu crois qu'il a lu les tests de la CEDEAO avant de parler ainsi? Mais c'est le même. Ouais, c'est ça. C'est le même, il est là, le même diable est là, derrière la sacristie, en train de faire le malheur des Africains. Il est là. Je vais appeler, j'ai déjà donné des ordres, on va punir le Mali. C'est le même qui mobilisait les troupes, 850 soldats avec paquetage, avec argent pour 3 mois. Mais j'ai toujours, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas fini de rire qu'il y ait quelqu'un qui soit assez naïf, ignorant de la question militaire, pour croire que 850 spadassins, bidas,
peuvent mettre à bas un pays comme le Niger. Ça fait rire, ça fait vraiment rire et ça fait pleurer. Tout ça, est-ce que c'est la CEDEAO? Ce n'est pas la CEDEAO. Les pauvres, ils recevaient des ordres, ils les transmettaient. Point tiré barre. Mais bon, de toutes les façons, la jurisprudence dans cette affaire, elle est quand même malheureuse parce que bien sûr. un cas similaire s'est produit en Gambie avec l'ancien président Yahya Jammeh qui a refusé les résultats des élections, a voulu perpétrer un coup d'État électoral, mais la CEDEAO est intervenue pour imposer Adama Barrow au pouvoir. Tout oui, Adama Barrow était CEDEAO compatible. Ouais. Non, c'est des pions qui sont choisis, ils sont triés. Et il faut vraiment que vous soyez dans la loge, s'il faut le dire ainsi. Ben, si ce n'est pas le cas, on ne dépend pas de votre cause, malheureusement. Et donc, Embalo, franchement, il s'est érigé malheureusement en guignol, alors qu'il a un potentiel qui est extrêmement intéressant. Vous voyez, ce monsieur-là nous avait dit un jour ici que sa femme lui a donné conseil dans l'avion qu'il ne puisse pas briguer un troisième mandat parce qu'il risquait d'être humilié. Et il a validé justement cette idée-là. D'ailleurs, même quelle est cette incongruité? Même si votre femme vous donne un conseil, vous avez besoin de le révéler à la place publique. Et tout ça, c'était pour distraire en fait l'opinion, pour mieux organiser justement son plan. Et à la fin de son mandat, il rallonge d'ailleurs le mandat de 6 mois avant d'organiser les élections auxquelles il est candidat pour ensuite organiser ce qu'il lui, en disant que c'est sa femme qui a dit, c'est une façon de pouvoir se retirer sans dommage. On ne dira pas qu'il a violé sa parole. Non, il a violé la parole de sa femme. Sa femme ne joue quel rôle dans l'organigramme de l'État. Elle ne joue aucun rôle, donc il n'y a pas de problème. Lui, c'est sa femme qui a parlé. Et ceux-là même qui ont parlé eux-mêmes, je ne ferai pas troisième mandat. Et pour pouvoir faire troisième mandat, on positionne comme candidat successeur potentiel un demi-cadavre. Alors. Oh, c'est terrible. Peut-être les événements même vont en faveur des argumentations que vous soulevez parce que dans la foulée de la formation d'un gouvernement, le Premier ministre qui a été nommé, ce n'est personne d'autre que le directeur de campagne de Maro Sissoko. Il était son ministre des Finances. Il était son ministre des Finances. Voilà, ministre des Finances, ça veut dire qu'il détient justement la cagnotte de l'État. En même temps, directeur de campagne, c'est-à-dire c'est le personnage le plus proche qui inspirait plus confiance justement à Embalo. Et donc, quand le nomme au poste stratégique de Premier ministre, c'est pour asseoir la continuité du système Embalo, tout simplement. Donc, dans un tel contexte, je pense qu'il faut un peu plus continuer à se moquer quand même de notre intelligence. Je pense qu'il y a des esprits lucides qui observent. On sait très bien que la farce a été organisée pour pérenniser le système Embalo et faire en sorte à préserver les intérêts déjà construits par justement ce régime-là. Et préserver aussi les intérêts des impérialistes qui font leur chou gras dans ce pays-là. Voilà. Et tu sais pourquoi il n'est pas resté au Sénégal? Il aurait pu rester au Sénégal, malgré les remarques de Sonko et de Guy Mario Sagna, l'autre agité du bocage, comme on appelait l'autre. Bon, il aurait pu rester. Mais s'il n'est pas resté, c'est en prévision de ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Maintenant que c'est son homme de main qui est Premier ministre, maintenant que c'est son bon garçon qui est président, le Galonné, bon, merci à la générosité du président Sassou Nguesso, c'est bien, ça, le Congo c'est un beau pays, hein. Je me dis que Brazzaville, ça doit être un très beau coin, la belle forêt équatoriale, la fraîcheur et tout. Mais tu vas voir que le Premier ministre, ils vont décréter une amnistie pour l'ancien président, pour Embalo, le nouveau général président, amnistie pour Embalo. Et puis, avant un an, il sera à Bissau, hein, il sera de retour. Hein. Il reste dans son palais, dans sa villa privée, mais c'est lui qui dirige la Guinée-Bissau. C'est pourquoi, sinon dis-moi pourquoi on enferme le président du parti, pas le candidat, le président du parti dont le soutien a fait élire l'autre. Pourquoi on l'a emprisonné? C'est parce qu'on ne veut pas du désordre sur la route du retour de Embalo en Guinée-Bissau. Voilà. Il m'aurait deux aspects à aborder. D'abord, le fait que Umaro Sissoko Embalo ait choisi, et c'est souvent le cas des dirigeants africains, des médias français pour des annonces de ce type-là, alors qu'autour d'eux, en Guinée-Bissau, il y a des médias, en Afrique, il y a des médias. Pourquoi ce réflexe ta question contient sa réponse. Et est-ce que tu crois
que le général Tchiani, le jour de son coup d'État, aurait pu appeler France 24 pour annoncer son coup d'État? Non, ça ne passerait pas. Ouais. Que le capitaine Ibrahim Traoré? Non. Que le général Assimi Goïta? Non. Alors, qui peut faire ça? C'est quelqu'un qui est CEDEAO compatible, donc franco-compatible. Mes amis, le programme qu'on a mis sur pied là, j'ai commencé l'exécution, amener le soutien médiatique et on avance. Et le soutien médiatique a été tellement efficace dans ce cas qu'on dit que c'est Embalo qu'on a fait coup d'État alors que c'est Embalo qui a fait coup d'État à un président démocratiquement élu. Ils ne veulent pas dire ça parce que si on dit que Embalo a renversé un président démocratiquement élu, ça fait mal à entendre. Donc les médias ont aidé, ils ont intoxiqué les mentalités des Africains pour dire on a fait coup d'État à Embalo. Comment tu fais coup d'État à quelqu'un qui est en train de partir? Non, en fait, c'est encore une fois la confirmation du complexe du dirigeant africain. J'ai dit à plusieurs reprises ici qu'il est déplorable qu'on puisse avoir la prétention de gouverner un peuple avec une vision, avec l'ambition d'atteindre des résultats, sans compter sur des créneaux fiables de communication et d'information. Alors, aujourd'hui, ils sont obligés de recourir à ces médias internationaux pour se faire entendre et comprendre. Or, vous avez une responsabilité vis-à-vis d'un peuple. S'il n'y a pas l'inter-échange, s'il n'y a pas des créneaux par lesquels vous fluidifiez et vous lubrifiez l'esprit des citoyens, comment vous pouvez dérouler une vision? C'est la preuve qu'en réalité, ils n'ont pas de vision. Ils exécutent les plans et les stratégies élaborées par le colonisateur, l'impérialiste, qui a tout intérêt à ce qu'il n'y ait que des vassaux au sommet de nos États. Mais je pense que c'est l'occasion jamais. D'ailleurs, même je salue au passage l'initiative de création d'une radio de l'AES. J'ai vu un document où les ministres des Affaires étrangères de l'AES ont signé une convention au Burkina Faso pour la mise en place d'une radio dont les activités commenceront, je pense, au prochain sommet des États de l'AES. Ils ont compris donc que sans les créneaux fiables d'information et de propagation de l'information, ils ne peuvent pas contenir le mental des citoyens. Il est important qu'on puisse infuser cette vision-là dans l'esprit. C'est ce qui permet de créer une conscience collective et de mobiliser justement les consciences autour de la vision du dirigeant. Mais si jusqu'à présent, dans nos États, on n'a pas ce genre de créneaux fiables qui permettent de passer l'information et de conscientiser le peuple, je pense qu'on navigue simplement à vue et on n'aura pas compris, en tout cas, le procédé par lequel un dirigeant peut impacter l'esprit, le mental de ses citoyens. Oui. Ce que tu dis, je l'ai toujours dit, et j'ai eu même à citer quelqu'un que normalement on ne doit pas citer, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler, qui a dit: sans le haut-parleur, nous n'aurions pas conquis l'Allemagne. Le haut-parleur, à cette époque, était une nouvelle invention. C'est-à-dire que ça permettait de porter loin la voix de la propagande nazie. Donc, le ministre de la propagande de Hitler a reconnu que sans le haut-parleur, il n'aurait pas pu conquérir l'Allemagne. Aujourd'hui, chaque peuple conscient doit avoir son haut-parleur pour pouvoir conquérir d'abord son peuple. Chaque dirigeant doit avoir son haut-parleur pour pouvoir conquérir son peuple avant même de songer aux autres peuples à l'extérieur. Et pour terminer cette première partie, quid du processus électoral, ça s'est terminé en queue de poisson, est-ce que c'est terminé? Et vous voyez-vous la possibilité de ramener au pouvoir Fernando Díaz da Costa, qui aurait, selon ce que les uns et les autres disent, gagné les élections? Les putschistes ont décrété l'arrêt du processus électoral. Donc ça veut dire que c'est terminé. Ce sont les hommes forts du terrain. Et c'est d'ailleurs l'objectif pour lequel le coup d'État a été fait. Parce que si on n'arrête pas le processus électoral, les résultats seront donnés. Et donc ça va créer une autre polémique. Pourquoi arrêter le processus électoral si Embalo était le problème? Non, Embalo, il n'est pas... C'est-à-dire qu'il faut arrêter le processus pour que la vérité des urnes ne soit pas connue. Est-ce que vous comprenez? Et donc, à partir de l'instant où on parle du coup d'État, c'est qu'on ne peut plus parler du fonctionnement de quelque institution que ce soit. Et donc, on met l'embargo sur tout ce qui était normal, démocratique,
qui pourrait révéler la vérité justement des urnes et qui amènerait justement la perspective d'une alternance au sommet de l'État. Et donc c'est clair et c'est net. Il n'y a plus de processus électoral. Un coup d'État À électoral. moins que la CEDEAO... Attends. Mais combien de fois je dois dire que la démocratie et les élections en Afrique sont une farce? La démocratie CEDEAO compatible est une farce parce qu'elle est le prolongement de ces peuples colonisateurs qui nous prennent pour des singes. Ils nous ont donné une démocratie de singes, ils nous font faire des élections de singes et quand ces élections de singes ne leur plaisent pas, ils les arrêtent. Mais est-ce que tu imagines dans un autre pays, ça peut se passer comme ça? La CEDEAO aurait dû demander, mes amis, même ça là, donner les résultats qu'on sache exactement les élections là, ça a donné quoi? Non! Le président Goodluck Jonathan, moi à sa place, avec tout le respect que je lui dois, les pauvres qu'on a jetés en prison, le président du parti PAIGC ou les autres responsables amis de... Ben, j'aurais demandé à la CEDEAO de me permettre de les mettre dans l'avion et de les envoyer à Abuja, qu'ils soient au moins libres. Mais non, tant qu'ils ne plaisent pas au maître, c'est fini. Et Diaz d'Acosta, lui, aurait réussi à franchir les frontières pour se retrouver en Casamance. Oui, mais ils sont, tu sais, c'est des peuples qui sont très proches des Casamancais. Il s'est montré habile, tant mieux pour lui, mais vraiment c'est... Non, tu sais, tout ces ça, gens-là, c'est des guerrieros, il ne faut pas rigoler avec eux. Hein. Il ne faut pas rigoler avec eux, hein, parce qu'il est en train de dire que mais, si les militaires là ne font pas attention, ce qu'on veut les obliger à faire là, ils vont le faire. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas loin d'aller déclarer une guérilla dans la forêt là-bas. Hein. Ils ne sont pas loin. Et tout ça, c'est le pays qui est même déstabilisé et il n'y a plus de vision possible. Et c'est la population qui en pâtit malheureusement. Hein? 2 personnes sur 3 sont pauvres et vous êtes dirigeants. Vous, tout le labeur du peuple, tout ce que cela génère, cela vous sert tout simplement à voltiger à travers le pays, à travers le monde entier, vous faire entendre. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à penser qu'une fois qu'ils sont présidents, il leur suffira d'aller saluer un Donald Trump, de serrer la main de Poutine, de Macron, pour se sentir important. Mais il n'y a rien de plus faux et de plus malheureux que ça. Vous devenez des guignols tout simplement. Si vous travaillez avec efficacité et efficience pour construire votre économie, épanouir votre peuple, développer votre pays, c'est là où vous avez de l'aura. C'est là où vous devenez digne et vous devenez une référence. Ce sont ces dirigeants-là qui vont finir par vous faire la cour parce que vous faites preuve de fertilité et de génie. Mais alors, si vous ne téléchargez pas votre génie par rapport à la mission qui vous est confiée, mais vous utilisez malheureusement les recettes liées au labeur du peuple pour vous pavaner comme des guignols un peu partout et amuser la galerie dans des conférences, etc., sans aucun résultat. Mais c'est terrible. En tout cas, on va revenir sur le sujet dans la seconde partie de Niveau de Forum avec les contributions des téléspectateurs que j'ai sur ma tablette là, en centaines. On va en parler. Et une pause pour une édition du journal. À tout de suite. Hein.